Bon, on va pouvoir démarrer. Attends. Je vais commencer par me présenter. Alors moi, pour ma part, je m'appelle Mehdi Wassine, je suis consultant chez Octo Technologies depuis 5 ans. Et je pourrais céder à la tentation de me décrire comme un consultant MLOps, mais je n'aime pas trop mettre des étiquettes. Moi, personnellement, je me décris un peu comme quelqu'un d'assez touche-à-tout. Il y a pas mal de sujets qui m'intéressent au-delà du machine learning, le développement front-end, le développement back-end. Je m'intéresse aussi pas mal à l'UX, au design d'expérience. Je suis aussi instructeur de formation chez Octo, notre organisme de formation en interne. Et j'interviens sur des formations autour de l'agilité, de l'industrialisation de projets de machine learning, puis pas mal de sujets autour du cloud. Et puis je suis aussi co-organisateur de ce meet-up. Et du coup, moi ce soir, je viens vous parler de packaging d'applications de machine learning et je voudrais déjà commencer par faire un sondage pour essayer de prendre la température de la pièce. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà mis du machine learning en production? Ouais. Ok, cool. Bon, on aura plein de trucs à se raconter à l'apéro juste après. Moi, pour ma part, ce soir, j'avais envie de vous parler de la première fois que j'ai eu à faire ça. C'était il y a quelques années, il y a un moment. C'était en contexte industriel. Avec Octo, on a accompagné un client sur des problématiques de détection de défauts de qualité en usine. Donc en gros, notre client, il a des lignes d'assemblage dans son usine. Puis au début des lignes d'assemblage, il n'y a rien. Puis au fur et à mesure qu'on avance, en fait, la ligne elle est ponctuée par des stands. On va trouver des opérateurs, un peu comme les films de Charlie Chaplin. Et normalement, si tout se passe bien, à la fin, là, ici, on a un objet complètement assemblé qu'on peut envoyer chez notre client final. Sauf que des fois, sur cet objet, il y a des défauts de qualité. Et c'est quelque chose qu'on a essayé d'automatiser avec de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai surtout travaillé sur un cas d'usage qui était de la détection de défauts sur des objets où il y avait des revêtements textiles. Donc en fait, j'ai construit un modèle qui fait ça. C'est un modèle qui essaie de détecter la présence de plis sur des objets, et pas seulement détecter s'il y a des plis, mais aussi détecter des niveaux de gravité avec un code couleur pour essayer d'aider les opérateurs à prioriser les plis à corriger. Mais on a travaillé sur pas mal d'autres cas d'usage avec certaines personnes dans la pièce. En fait, des défauts de qualité, ça peut se présenter de plein de manières différentes en fonction de l'objet, de la matière, du matériau. Donc par exemple, l'absence de composants, ça peut être un défaut de qualité. Voilà, si j'ai pas mes petits bitoniaux jaunes, c'est un défaut de qualité. S'il est présent mais qu'il n'a pas la bonne orientation, ça peut être un défaut de qualité. C'est des choses qu'on veut détecter avec des modèles d'IA. L'état des soudures, ça peut nous aider aussi. C'est des choses qu'on a envie de suivre. Sur des surfaces planes, on veut savoir s'il y a des rayures, ce genre de choses. Moi, j'ai surtout travaillé sur ce cas d'usage là avec les textiles. Et c'est un peu compliqué. La modélisation, elle a duré un peu plus d'un an. Alors ce que j'appelle la modélisation, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où on va exprimer le besoin business, on veut détecter des défauts de qualité sur des textiles, et le moment où on a un modèle qui marche et qui a une métrique de performance suffisamment satisfaisante pour se dire ouais, on va en prod. Donc c'était un peu long. Voilà, on était l'équipe de data scientists, on s'est un peu enfermé dans un tunnel, expérimentation sur expérimentation. Il y a des modèles qu'on a implémentés from scratch à partir de papier blanc. On avait un client qui n'était pas aussi serein, je dirais. Il voulait vraiment être sûr d'avoir un modèle qui marche bien avant d'aller embêter des usines et de mettre quelque chose au plus proche de la ligne d'assemblage. Aujourd'hui, dans mes projets, je vois ça comme un anti-pattern. J'essaie de faire les choses différemment. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, il y a cet article de Google qui s'appelle les Rules of Machine Learning, il y en a une quarantaine à peu près, où ils donnent quelques bonnes pratiques selon eux sur la manière de faire du machine learning. Moi notamment la quatrième, elle me parle bien. Elle me dit quand on veut faire du machine learning, c'est bien de commencer par faire un modèle simple, pas forcément le modèle parfait, mais juste un modèle simple qui respecte le contrat d'interface, une image en entrée, des défauts prédits en sortie, et d'aller très vite en production. Essayer de l'amener en production le plus vite possible pour se manger les problématiques de production au plus vite. Et puis une fois qu'on est en production, on prend du feedback, et puis on itère, on refait une expérimentation, on refait un modèle, on revient en production.
et on itère comme ça plutôt que de rester sur la phase de modélisation indéfiniment et de repousser l'échéance. Au bout d'un an, on va enfin en production. Alors je vais dézoomer là-dessus. Donc on se déplace en usine. On ne va pas vraiment en production, en fait on fait une première démo avec une usine pilote dans laquelle on se déplace avec tout notre attirail. Voilà, on a notre PC qui fait tourner notre solution d'IA, on a quelques caméras qui sont pointées sur la ligne d'assemblage. Et puis pendant tout un shift de 8 heures, à chaque fois qu'il y a un objet qui passe devant la ligne, ça déclenche une prise de photo, on fait une prédiction sur la photo, et puis à la fin on restitue la photo de l'objet avec les défauts prédits, avec des petites boîtes aux opérateurs qui peuvent travailler avec. Et la démo elle se passe plutôt bien. Ça convainc notre sponsor, les personnes qui signent le chèque à la fin. Ça convainc les gens qui sont en usine, qui disent ouais, j'arrive à me projeter, je me dis que j'arrive à me projeter pour travailler avec. Du coup, on a le goût pour aller en prod, c'est-à-dire que ce qu'on a fait sur cette ligne d'assemblage, on nous donne un mois pour faire pareil sur toutes les autres lignes d'assemblage de cette usine. Et puis on a aussi le goût pour passer à l'échelle. Là, on a plutôt un horizon d'1 an dans lequel il faut déployer ça, mais dans toutes les usines du groupe. Et il y a des usines un peu partout dans le monde. Moi, à ce moment-là, ça me donne un peu le vertige, parce que je me dis, je pense qu'on passe dans une autre phase du projet. Là, on a passé une année à faire du machine learning en chambre, à faire des expérimentations un peu dans notre coin, et là, ça ne peut pas continuer. On va passer dans une phase de delivery, si je puis dire. On va devoir arrêter d'explorer et de modéliser, et là, il va falloir développer des fonctionnalités sur notre produit, il va falloir mettre des choses en production. Et du coup, dans l'équipe, on décide de faire une rétrospective sur toute l'année qu'on vient de passer, pour essayer de faire le point sur qu'est-ce qu'on a fait jusque-là et qui marche bien et qu'on a envie de continuer pendant cette année qui vient. Et puis aussi reconnaître qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les reconnaître, les identifier pour s'améliorer. Et puis pendant cette rétro, il y a encore un papier de Google qui merde. C'est un papier, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle, alors je vais tenter une traduction québécoise, la dette technique cachée quand on conçoit des systèmes de machine learning. En gros, c'est un papier dans lequel on peut trouver cette image que vous avez certainement vue dans à peu près 200 présentations depuis 2 ans, et qui nous dit qu'en fait, quand on fait un projet de machine learning, on a l'impression au début qu'on va passer tout notre temps à faire des modèles et ça va être cool. Et en fait, la partie machine learning, c'est juste la petite boîte noire là au milieu. Et là, on se dit, ah tiens, on vient de passer 1 an à juste travailler sur la petite boîte noire. Et si on veut aller en production et passer à l'échelle et faire des trucs qui marchent bien, il va falloir qu'on adresse toutes ces autres boîtes. Et là, on a 1 mois pour les adresser, donc il va y avoir du taf. Mais tout va bien, il y a aussi des trucs qu'on fait bien, on n'a pas tout ça loupé non plus. On a notre base de code en Python, elle est testée, on fait des tests en PyTest, un peu comme Marianne vous l'a montré juste avant. On a le réflexe de mesurer certaines métriques de qualité de code, comme la couverture de code. Bon, à l'époque, on a quelque chose d'assez décent, on a 75% de couverture. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est perfectible, mais on part déjà de ça. On a une pyramide de tests assez bien équilibrée, hein. Test unitaire, test d'intégration, test fonctionnel. Je vais dire une banalité, on versionne notre code. Alors ça peut paraître un peu banal aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas forcément évident. On était une équipe de 5 data scientists, et pas mal de gens qui ne connaissaient pas forcément ce genre de pratique logicielle. Mais voilà, on versionnait notre code. Et puis comme on utilisait GitLab, on servait aussi de GitLab CI, du coup on avait des pipelines automatisés, donc à chaque fois qu'on poussait du code, tous nos tests, comme ceux que Maria montrait tout à l'heure, en fait c'était exécuté à chaque fois. Comme ça on était sûr de ne pas casser des comportements quand on mergeait dans master. Et puis on mesurait aussi nos indicateurs de qualité. Donc tout ça en fait ça nous rassurait par rapport au fait que si on arrive à déployer des choses en prod, on est confiant par rapport au fait que ça devrait à peu près marcher comme on veut. Mais ça va pas forcément, c'est pas forcément des choses qui vont nous aider à déployer. Notamment là où ça pêche pendant cette rétro, c'est sur la partie déploiement. Donc là je vais vous résumer un peu comment on a organisé cette démo que je vous ai poussé la photo tout à l'heure avec les PC, comment est-ce qu'on s'est pris pour faire le déploiement. Déjà on a pris l'avion. Je ne sais pas si dans vos procédures de déploiement ça commence par prendre l'avion, mais si c'est le cas, c'est pas forcément bon signe.
On prend l'avion à peu près 24 heures avant, parce que des fois l'usine elle est loin, mais aussi parce que en fait, quand on arrive dans l'usine, il y a du boulot. Déjà, il faut naviguer dans l'usine, il faut trouver le PC de production, puisque c'est généralement la DSI de l'usine qui nous met à disposition, et puis après il y a plein de travail. Là. Généralement on part d'une... Là, on wipe un peu la machine pour installer une distribution Linux qu'on maîtrise pour pas avoir de surprise. On installe la bonne version de Python, puisqu'à l'époque le type hinting ça venait de sortir, donc il fallait vraiment une version récente bien précise. Et puis comme on faisait de l'inférence avec des GPU, il y avait des drivers NVIDIA installés. Vous connaissez la fonction, on l'installe, on redémarre la machine, ça marche pas, on réinstalle, il faut le redémarrer 2 fois, tout ça. Donc quelque chose de très manuel et d'assez artisanal. Et en fait tout ça, c'est des prérequis. Et c'est qu'une fois que ça s'est fait qu'on peut déployer notre application en fait. Et bon, là aussi, on a fait des choses pas très catholiques. Comme il fallait aller vite, les premiers déploiements, on les faisait de manière artisanale. Donc, quand dans l'usine, il y avait Internet et une bonne connexion, on faisait un git clone du repo directement. Et puis quand il n'y avait pas Internet, on avait notre petite clé USB sous la main avec tout le code qui était sur le file system de la clé. Et puis on avait quelque chose d'assez monolithique. On avait notre code de machine learning, notre code avec les règles de gestion métier. Mais le truc qui faisait un peu mal, c'est que le modèle il était aussi versionné dans le repo. On avait un modèle de deep learning de 4 ou 5 gigas, donc à chaque fois qu'on faisait des git clones, ça piquait un peu. Dans le pipeline GitLab CI, à chaque fois qu'on lance, quand le modèle il est versionné, ça prend 5 minutes, c'est un peu chiant. Concrètement aujourd'hui, c'est vraiment cette problématique avec le modèle, c'est quelque chose qu'on adresserait avec des patterns de type modèle enregistré. Mais à l'époque, le terme n'existait pas encore. Et à la fin de cette retro, on fait aussi un autre constat. En fait, on se projette sur l'année et on se dit, en fait, si on ne décide pas maintenant d'investir dans de l'automatisation, en fait, on va juste passer notre année en déplacement dans l'avion aller ou dans l'avion retour ou à faire des opérations en usine. En fait, on va avoir 0 temps pour développer des fonctionnalités sur le produit. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, ouais, il faut qu'on investisse du temps dans l'automatisation, chose qui n'était pas forcément naturelle pour nous avant. Donc là, dans l'équipe, on est quelques-uns à commencer à s'atteler à ce genre de problématique. Donc ce que je vous ai listé tout à l'heure, on essaie de commencer à l'automatiser. Donc tout ce qui est prérequis, ça c'est des choses qu'on arrive assez bien à tacler avec du code d'infrastructure, avec du bash, avec de l'Ansible. Par contre, sur le packaging en Python, là, dans l'équipe, on est un peu perdu. Il n'y a personne qui sait faire. Et puis quand on commence à chercher sur Internet, à l'époque, on est un peu paumé. La doc de Python, elle nous aide pas trop. Et puis quand on va sur Stack Overflow, il y a 10 personnes différentes qui vous expliquent de 10 manières différentes comment ils s'y prennent. Voilà, en fonction de si tu fais du Véan, ou de l'Anaconda, ou du Miniconda, ou que tu as un setup.py, ou un setup.cg. Enfin, en fait, il y a plein de manières de s'y prendre et on est un peu perdu. Et moi je suis très frustré à l'époque, donc je revais mon costume de panda enragé et je commence à tout défoncer dans l'open space parce que ça me saoule. Je flip the table. Mais rapidement je me calme et je décide de repartir des bases. Qu'est-ce que c'est que le packaging en fait? À l'époque il y a un article qui sort qui s'appelle CD4ML, Continuous Delivery for Machine Learning, qui est paru sur le blog de Martin Fowler. Spoiler alert, c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est sur son blog. C'est un article que je vous conseille de lire, il y a plein d'abstractions assez chouettes. Moi ça m'a vraiment aidé à poser les bases à l'époque. Et notamment, il y a une abstraction qui m'a pas mal aidé, c'est en fait au fond c'est quoi une application de machine learning? Et ce qu'ils disent c'est que ça se résume à ces 3 éléments. Il y a du code, ça doit interagir avec un modèle à un moment, et puis des fois il y a de la data qui traîne. Donc en fait si on veut faire notre packaging, il faut arriver à créer une archive dans laquelle on va mettre ces éléments. Donc à l'époque, l'écosystème Python n'aide pas trop par rapport au packaging, donc je décide de faire les choses simples, avec des trucs que je maîtrise, et je fais un zip. Donc là, je versionne tout ça, donc je crée un makefile auto-documenté, je crée une commande package, je fais mon zip, je suis pas très inspiré sur le nommage, donc je l'appelle objectDetector.zip, et puis je décide de respecter le contrat d'interface que CD4ML me propose, donc je vais zipper du code, un modèle, de la data. Et puis, comme je suis sympa, je mets aussi la commande pour se débrouiller avec le zip quand on veut faire l'install. Alors au début, ça a l'air simple puisque je fais un unzip du zip. Mais rapidement, il y a pas mal de trucs un peu compliqués à faire, des choses assez sous-entendues, un peu implicites.
Je dézip, mais je dézip pas n'importe où non plus sur la machine. Il y a certains fichiers, quand je les dézip, je peux pas les laisser là, il faut que je les déplace sur la machine. Donc j'ai des fichiers de service, je peux pas les laisser dans mon site packages, il faut que je le mette dans ETC système des systèmes. On a des petites extensions en C, parce que pourquoi pas, pour améliorer le temps d'inférence. Donc ça, il faut le compiler, et ça se compile pas tout seul. Mais avec le zip, on se débrouille. Notre première échéance, au bout d'un mois, on arrive à la tenir avec un zip. Puis comme ça marche bien, en fait, on n'y touche pas. Et puis tous les déploiements qu'on fait partout dans le monde, en fait, on arrive à se débrouiller avec. Donc en fait, ça a l'air un peu crade comme ça, mais ça fait le job. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'arrive à identifier quelques trucs qui me gênaient un peu et sur lesquels j'avais du mal à mettre le doigt dessus à l'époque. Parce que déjà, ça m'a amené à devoir coder pas mal de choses dont je me serais passé. C'est du code arbitraire que je vais exécuter sur des machines. C'est de la maintenance en plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand le code de dézippage il marche pas et que c'est un collègue qui déploie ça à l'autre bout du monde et qu'il est 3 h du matin en France, qui c'est qu'on appelle pour débugger, c'est moi. Moi là-bas, je suis data scientist, j'ai envie de faire des modèles et de m'amuser, j'ai pas envie d'avoir ce genre de truc-là dans mon périmètre. Et puis surtout, j'étais un peu frustré parce que je me dis, en fait, j'ai pas l'impression de faire un truc farfelu, je veux juste packager mon application. Il y a forcément des outils standards qui doivent exister dans l'écosystème Python. Et c'était assez frustrant finalement de réinventer la roue. Cette blague prendra son sens d'ici quelques slides. Et en fait, justement, oui, ça c'est des choses que j'ai un peu appris par la suite quand j'ai pu me poser un peu sur la problématique et prendre mon temps. Mais en fait, en Python, il y a une philosophie de conception dans le langage que les corps committers essayent de suivre. C'est une philosophie qui s'appelle Batteries Included, donc les piles sont incluses. Ce que ça signifie, c'est que les corps committers de Python, ils n'ont pas juste envie de faire un langage de scripting comme ça. Ils ont envie de proposer un écosystème complet avec des outils sur étagère qu'on pourrait utiliser. Justement pour adresser ce genre de cas d'usage comme le packaging sans avoir à les déployer nous-mêmes. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à lire la PEP 206 qui parle justement de cette philosophie-là. Les PEP, c'est pour Python Enhancement Proposal. En fait, c'est un peu la documentation de Python. En fait, à chaque fois qu'on veut créer des fonctionnalités pour le langage, en fait, ça passe par ce genre de document que les committers doivent d'abord rédiger pour expliquer un peu leurs intentions de design avant de vraiment commencer à développer. Donc à l'époque, on s'est débrouillé avec un zip et on l'a gardé, mais par la suite, je me suis un peu documenté pour essayer de comprendre en fait, comment est-ce que j'aurais pu faire les choses un peu mieux si j'avais eu plus de temps. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler. Donc je vais vous parler de comment est-ce qu'on est censé packager les choses proprement en Python, et ça se fait avec un format qui s'appelle le format will. Ce format will, je vous en parle parce qu'en fait, il y a certainement plein de manières de s'y prendre, mais c'est le seul moyen de packaging qui est officiellement reconnu par la PyPA. C'est la Python Packaging Authority. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Donc aujourd'hui, le format will, c'est le seul format de packaging qui est accepté par la communauté. Donc si vous avez envie de sortir des sentiers battus, ça vous regarde. Mais moi, c'est de ça que je vais vous parler là maintenant. Le format will, c'est un format de packaging. Donc, je vais juste prendre un petit peu de temps pour poser certaines notions. Moi, ce que j'appelle un package, ça va être une combinaison de certains éléments. Donc un package, ça va avoir une version, un peu comme ça. Voilà. Ça, c'est du sémantique versionning, un bien magique. Dans notre package, on va trouver du code. Alors, il peut y avoir du code de machine learning aussi dans cette affaire. On va trouver des métadatas, et on a certaines qui s'adressent à des humains et d'autres plutôt à des machines. Voilà, elles sont plutôt faites pour des package managers pour qu'ils sachent comment interagir avec le paquet. Et puis, tous ces éléments, on va vouloir les mettre dans une archive. Il y a plein de formats pour ça. Il y a du zip, du tar.gz, et puis il y a aussi le format will. Quelques éléments de définition, voilà, un peu sur la cinématique de traitement avec un will. Donc une distribution will, en fait, c'est fait pour se publier dans un dépôt qu'on appelle PyPI, c'est le Python Package Index. On va générer une distribution will avec un outil qui s'appelle SetupTools. Ah, j'aurais pas dû cliquer. Donc aussi SetupTools, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, Batteries Included. Ça, typiquement, SetupTools, c'est un outil de l'écosystème Python.
Typiquement, au lieu de faire mon zip à la main, j'aurais pu utiliser ce genre d'outil sur étagère prêt à l'emploi pour m'aider. Pour générer mon wheel, alors si je sors du plein écran, je vais pouvoir taper une commande un peu comme ça. Donc, mon runner Python, je vais exécuter un script de packaging qui s'appelle setup.py par convention, je vais vous en parler juste après. Et puis je vais lui donner un argument pour lui dire ce que je veux générer comme archive, donc ça va être une distribution binaire, binary distribution, BDIST, wheel. Une fois qu'on a généré notre wheel, on va l'avoir sur notre machine en local, mais pour la publier dans le Python Package Index, là aussi on a un outil batteries included qui s'appelle Twine, qu'on peut utiliser pour uploader notre paquet. Donc ça va se faire avec cette commande-là. On va faire un Twine upload et puis on va lui donner le pass vers le wheel. Et normalement, on devrait avoir notre paquet déployé dans le Python Package Index. Et puis, s'il y a des gens qui veulent se servir de cette librairie qu'on a développée, ils vont pouvoir l'installer avec un pip install. Donc le pip qui va automatiquement aller chercher ça dans le Python Package Index. Un setup.py, ça ressemble à ça. C'est un fichier Python dans lequel, voilà, donc dans setup2 dont je vous parlais juste avant, on va utiliser une fonction de setup dans laquelle on va lui donner plein d'arguments pour expliquer comment est-ce qu'on veut construire le package. Il y a certains éléments qui relèvent de metadata, voilà, donc il y a le nom du paquet, il y a la version du paquet, il y a de la description, il y a l'email de l'auteur si vous voulez le harceler s'il n'a pas fait son job ou le remercier s'il a fait un super travail. Et puis voilà, il y a aussi les packages, donc ça va être les dépendances que vous allez avoir besoin d'embarquer pour que le paquet marche. Moi personnellement, j'aime pas trop le faire comme ça, mon package. Je suis pas très à l'aise avec le fait d'utiliser un langage de scripting pour gérer de la configuration. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, on se retrouve avec de la config où il y a des ifs, des boucles for, des fichiers qui s'ouvrent à droite à gauche. Moi personnellement, je préfère utiliser une autre méthode qui est proposée par la PyPy, qui s'appelle le setup.config. Et concrètement, ça s'utilise comme ça, donc il faut toujours respecter ce contrat d'interface où on a besoin d'un setup.py. On fait appel au setup, mais au lieu d'y mettre tous les arguments, voilà, je les déporte dans un fichier de configuration setup.cfg, dans lequel je vais retrouver mes metadata qu'on a vu tout à l'heure, mes options de packaging, donc là je vais retrouver tous les paquets que j'ai besoin d'installer. Donc là typiquement on va y retrouver ce qu'habituellement on trouve dans le requirements.txt. Moi, personnellement, je préfère éviter de mettre ça dans le fichier requirements, je préfère tout mettre dans ce fichier-là, comme ça j'ai un seul fichier à gérer, j'ai une seule source de vérité. Paquet que je freeze, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. J'aime bien mettre les versions exactes pour avoir des paquets que je peux reconstruire de manière reproductible. Et puis on peut aussi, bon là je ne vais pas trop entrer dans le détail, je vous laisserai aller voir la doc, mais on peut aussi définir des entry points, c'est-à-dire des manières d'interagir avec le paquet. On n'est pas obligé de créer des dépendances importables, on peut aussi utiliser des paquets utilisables en ligne de commande ou sous la forme de worker web. Et en creusant la doc, à l'époque, il y a un truc qui m'avait un peu perturbé, c'est que, si je repasse en plein écran, en fait, avec le Python setup.py, c'est prévu par l'écosystème Python qu'on puisse générer autre chose que des wheels. Moi, ça m'avait un peu perturbé à l'époque, parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il me propose ça? Pourquoi est-ce qu'il propose plusieurs façons de s'y prendre? Moi, j'aimerais bien avoir une seule façon de faire les choses. Et je vois qu'on peut générer des zips, donc je me dis, bah, finalement, le zip que j'avais fait à l'époque, de le faire à la main, j'aurais peut-être pu le faire comme ça. Et puis en continuant de creuser la doc, je trouve un truc assez marrant, c'est que le format wheel, en fait, c'est sous le capot, c'est un zip, en fait. Enfin, en termes de détails d'implémentation, en gros, un wheel, c'est un format de fichier qui respecte le contrat d'interface d'un zip. C'est-à-dire qu'en fait, si on essaie d'attaquer un wheel avec une commande qui habituellement prend un zip, bah, ça marche. Donc là, bon, je me suis amusé à faire un unzip. Donc -L, c'est pour lister ce qu'il y a dans un wheel. Enfin, dans un zip. Et quand je lui donne un wheel à manger, bah, en fait, ça me répond. Et ça me permet de voir ce que j'ai dans mon wheel. Et ça, c'est assez pratique, notamment moi, quand je construis mes paquets pour vérifier ce qu'il y a dedans. En fait, à part ça, moi, je connais pas d'autres moyens, mais que vous en connaissez, on pourra en parler après. Mais vous êtes venu pour packager du machine learning, pas pour packager des applications Python. Bonne nouvelle, tout ce que je vous ai raconté, ça va nous servir parce qu'en fait, on peut packager des applications de machine learning avec setup.tools, au format wheel. Moi, la manière dont je m'y prends, c'est que dans mon setup, donc là sur mon setup.cfg, j'utilise une option de packaging qui s'appelle include package data.
Donc en gros, c'est un genre de petit flag pour dire à Python, quand je vais vouloir packager mon application, je ne veux pas y mettre que des sources Python, je vais mettre autre chose, de la data, donc des trucs qui ne sont pas des sources Python. Donc par exemple, des fichiers ou un modèle de machine learning, je sais pas. Et en fait, quand on active cette variable, enfin ce petit booléen ici, si en plus, à côté du fichier setup.clg, on a un fichier de manifest, un manifest.in, en fait, ce fichier il va nous permettre de lister les éléments de data qu'on veut inclure dans notre paquet. Donc là, par exemple, ici, je lui mets une instruction include, je lui mets le pass vers mon modèle de machine learning, et en fait, c'est tout. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mis mon booléen à true et un manifeste dans lequel je ne me suis pas planté sur le pass en local. Une fois que je fais mon setup, donc une fois que je fais mon python setup.py et listwheel, en fait, ça va me générer mon archive et ça va aller embarquer mon modèle. Donc là, donc si je m'amuse à faire un unzip-l de mon fichier.wheel que j'ai généré en local avec setuptool, dans le détail des fichiers, je vais y trouver notamment cette ligne dans laquelle je vais trouver donc, mon fichier H5, c'est mon modèle que j'ai généré avec Keras. Hop. Mais ça, enfin, voilà, je vais vous montrer comment le faire à la main. Moi, dans la vraie vie, je ne le fais pas à la main comme ça. Enfin, je ne le fais pas en local. C'est quelque chose que je vais très rapidement essayer d'intégrer dans mon pipeline d'intégration continue. Donc, si mes tests sont verts et si mon code a le niveau de qualité que j'attends, là, je passe à une phase de packaging où tout ce que je vais vous montrer là, ça se fait de manière automatique. Donc, je vais ensuite pousser mon wheel dans un dépôt PyPy, enfin PyPy, Python Package Index. Si c'est d'open source, je fais le PyPy public, et puis si je suis plutôt dans un contexte d'entreprise, je vais le faire dans un PyPy privé. Et puis, quand ça se passe bien, je passe à ma phase de déploiement, là on est plutôt sur des aspects de continuous delivery. Et voilà, vous savez comment packager une application de machine learning. Pour terminer cette présentation, je voulais aborder une dernière partie, est-ce qu'on peut faire mieux? Pour répondre à cette question, j'ai besoin de vous parler un peu d'une image, c'est celle du mur de la confusion. C'est une affaire de silotage en fait. Le mur de la confusion, c'est quelque chose qu'on rencontre dans des contextes logiciels. En gros, ce que ça nous dit, c'est que dans une chaîne de valeurs, ce mur il se présente à nous lorsque les individus qui composent cette chaîne ont l'impression que le travail est terminé quand leur travail est terminé. Là, c'est le cas classique du développeur qui va se dire ça marche en local, ça compile chez moi, j'ai fait mon package. Le reste, j'ai pas envie d'en entendre parler, je balance mon wheel par-dessus le mur, en espérant qu'un ops le réceptionne et arrive à se démerder avec. Et pour moi, ce problème, il existe aussi dans d'autres projets de machine learning. Notamment pour moi, le wheel, ça peut pas être un livrable suffisant. Parce qu'en fait, si je donne mon wheel à quelqu'un qui n'a pas construit la solution avec moi, il va pas réussir à se débrouiller, il y a pas mal d'éléments implicites qu'il va pas pouvoir deviner tout seul. Voilà. Moi, si à la fin, dans ma machine de production, j'ai besoin d'avoir mes drivers NVIDIA installés, mon wheel il ne va pas m'aider, il ne va pas le faire automatiquement pour moi. Si j'ai besoin d'une certaine version de Python dans mon environnement de production, mon wheel il ne va pas m'aider non plus. Alors, je peux mettre il y a des options pour le wheel pour spécifier la version de Python dont on a besoin, mais ça fait juste un warning à l'utilisateur final pour lui dire « Ah, tu n'utilises pas la version qui respecte le prédicat posé ». Donc pour moi, en fait, si je veux vraiment avoir un livrable complet avec un wheel, en fait, je suis obligé de l'accompagner d'une procédure d'installation. Un Google Docs, un fichier Microsoft Word, une documentation en Markdown, un peu ce que vous voulez, qui vient simplement raconter un peu toute cette histoire. Regarde, en prérequis, tu as besoin d'installer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Si vous êtes sympa, vous accompagnez ça des commandes qu'il faudra exécuter pour faciliter le job de la personne qui va devoir le faire. Moi, personnellement, j'aime pas trop faire ça, parce que ça m'emmerde un peu. Surtout quand la procédure évolue dans la vraie vie, il faut répercuter ça dans la documentation, je trouve ça chiant. Du coup, moi, dans mes projets, pour adresser ce problème-là, j'aime bien utiliser des outils de conteneurisation comme Docker. Là, comme on est très avancé dans la présentation, j'ai pas le temps de vous faire un cours sur Docker, mais on pourra peut-être en parler après. Mais concrètement, dans une image Docker, je vais pouvoir spécifier une image de base avec laquelle je vais démarrer mon environnement. Donc là, je peux dire, je veux partir de Python 3.8. Donc là, c'est cool parce qu'en fait, j'ai pas besoin de documenter qu'il faut Python 3.8. En fait, par design, ça va être présent dans mon environnement de production, dans mon conteneur Docker.
Si j'ai besoin d'installer des dépendances système comme des drivers NVIDIA ou des éléments de configuration comme ça, je peux utiliser le package manager de cet environnement pour adresser ça. Si j'ai besoin de mon modèle de machine learning, je peux le générer dans mon pipeline d'intégration continue, et puis ensuite je peux aller le copier dans l'image. Si j'ai besoin de mon code et de mes sources Python, je peux aussi les copier dans l'image. Ce que je fais aussi, j'aime bien utiliser une fonctionnalité de Docker un peu plus avancée qui s'appelle le multi-stage build. En gros, c'est juste une manière de rédiger mon image Docker qui me permet d'appliquer le principe de separation of concerns. Et moi, ça m'aide à m'y retrouver parce que ça me permet de repartir sur les abstractions que CD4ML me proposait tout à l'heure. Parce qu'en fait, je peux d'abord avoir une image intermédiaire dans laquelle je vais m'occuper de tout ce qui concerne le modèle. Je vais avoir une autre image intermédiaire pour m'occuper de la data. Je vais avoir une autre image intermédiaire pour m'occuper de mes sources en Python ou de mon build. Et puis à la fin, dans mon image résultante, je vais pouvoir aller cherry-pick dans les images intermédiaires les éléments qu'il me faut. Et ça va m'assurer à la fin d'avoir juste ce dont j'ai besoin dans mon image finale. Et je vais terminer avec une dernière partie. Je voulais vous parler de stratégie de déploiement et comment ça impacte nos façons de packager. Si je résume un peu ce qu'on a fait là depuis le début, on a fait un zip pour packager notre application de ML. Ensuite, on a fait évoluer ça, on a fait un wheel. Puis on a essayé de faire encore évoluer ça avec un conteneur Docker. Et en fait, il y a un point commun dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'était assez naturel. À un moment, on se dit, bon, j'ai besoin de packager, donc je vais tout mettre dans la même boîte, mais involontairement peut-être, en fait, on a pris une décision d'architecture assez forte. En fait, avec cette manière de packager, on a créé un couplage fort entre le code, notamment le code métier avec nos règles de gestion, et puis notre modèle de machine learning. Pour reprendre encore CD4ML, ce que je viens de vous décrire, dans cet article, ils nous disent que cette manière de packager, ça va nous fermer des portes, mais ça va aussi nous en ouvrir certaines. Et notamment, ça va nous ouvrir la porte du déploiement avec modèle embarqué. En gros, c'est une manière d'exposer notre modèle de machine learning en production et ses prédictions. En fait, en livrant, on va dire, un paquet dans lequel on va trouver tous ces éléments mis ensemble. Mais moi, notamment dans ma petite vie en usine, ça m'a posé quelques problèmes des fois. Parce que des fois, en production, on avait des problèmes de drift, avec notre modèle qui ne marchait plus au bout d'un moment. Donc comment est-ce qu'on règle ça? En fait, on réentraîne un modèle pour avoir un tout nouveau modèle, tout beau, tout propre, qui marche mieux. Mais moi, si je veux juste déployer mon modèle en production, je suis un peu embêté parce que j'ai créé un paquet dans lequel il y a tout qui est couplé ensemble. Donc si je veux refaire une livraison en production, il faut aussi que je relivre le code. Alors que le code, il marchait bien. Et j'ai pas envie de le changer, j'ai pas envie de prendre ce genre de risque. De la même manière, si demain je veux juste coder une fonctionnalité sur la partie métier de mon application, j'ai pas envie d'avoir à retoucher au modèle. Du coup, pour finir là-dessus, dans cet article CD4ML que je vous invite à lire, il parle d'autres stratégies de déploiement, et notamment il parle de la stratégie du déploiement avec modèle isolé en tant que service. En gros, c'est une manière de déployer dans laquelle on va créer du découplage avec d'un côté à gauche notre code applicatif, notre code métier avec les règles de gestion. Et puis à droite, tout ce qui concerne le machine learning, donc le modèle et puis le code qui permet d'interagir avec le modèle et faire des prédictions. Du coup, ça peut nous amener dans un mode où la partie, le code à gauche, finalement, il a une responsabilité assez simple, ça va être d'afficher les défauts de qualité à l'opérateur en usine. Et quand il y a besoin d'avoir une prédiction, c'est pas lui qui s'en occupe, il peut requêter le service de machine learning à droite en lui disant voilà l'image, est-ce que tu peux me retourner une prédiction? Tiens, voilà un gros JSON où il va y avoir le score de gravité sur le pli, et puis les coordonnées en pixels pour que tu puisses les dessiner et machin. Mais ça, on ne peut pas le faire si on a fait notre packaging en mode modèle embarqué. En fait, ça demande d'avoir un packaging différent, dans lequel, de manière consciente, dès le départ, on fait quelque chose qui a l'air peut-être un peu plus compliqué, dans lequel, en fait, on va créer deux paquets, deux archives, deux artefacts, et ça se pense en amont. Je vais terminer, comme ça on pourra passer à l'apéro. Quelques takeaways. Vous n'avez pas envie de faire ce que j'ai fait, vous n'avez pas envie de packager votre application de ML avec du code que vous faites vous-même dans un zip. Il y a des outils dans l'écosystème Python qui sont faits pour ça, rappelez-vous, les piles sont incluses. Utilisez le format wheel pour éviter de réinventer la roue, c'est juste la 4e fois ce soir que je le fais.
Le format wheel, c'est un zip avec une moustache. Moi, ça m'a pas mal aidé un peu à démystifier le truc. Au début, je trouvais que c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau format? Il va falloir que je reapprenne des trucs. Une fois que j'ai compris que c'était un zip, moi, ça m'a pas mal détendu et ça m'a aidé à creuser le doc. Vous n'avez pas envie de faire tous ces trucs-là à la main, vous avez envie de les automatiser, vous avez envie de livrer en continu. Puis rappelez-vous, voilà, la stratégie de packaging, ça influe sur vos déploiements. Si vous ne vous occupez pas de votre packaging, c'est lui qui s'occupera de vous. Lisez CD4ML, c'est bon pour la santé. Et si ce sujet vous intéresse, moi je rédige un article de blog sur le sujet, sur le blog Octo, qui s'appelle Amener son projet de machine learning juste en production avec Wheel et Docker. Je parle pas mal de choses que je vais présenter là, je vais un peu plus en profondeur. Il y a des liens vers des repos de code que j'ai préparés avec des exemples que vous pouvez tester avec Docker de modèles embarqués, de modèles isolés en tant que service. Et puis pour changer un peu, on ne parle pas de pli en usine, on parle de muffin et de chihuahua. Et je n'en dirai pas plus. Merci.